Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, c'est enfin la vidéo conseil de lecture foot de l'été. J'ai tardé à la sortir et je m'en excuse. Mais pour me rattraper, on va parler d'ouvrages très sud-américains, puisque cette vidéo sera vraiment consacrée à l'Amérique du Sud et à tous ces pays, donc c'est-à-dire pas uniquement l'Argentine ou le Brésil. Et le premier ouvrage pour ça, c'est celui-là, Golaço d'Andreas Campomar, qui est donc d'origine uruguayenne. Et c'est un ouvrage, alors comme vous voyez, très large, puisque ça nous fait, avec toutes les sources, c'est tout sourcé de partout, ça fait plus de 500 pages. Et donc Golaço, ça retrace l'histoire du football sur le continent américain. Alors, enfin sud-américain et Amérique centrale. C'est un livre, comment je pourrais expliquer, entre brillant, entre bible, entre encyclopédie, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire que vous avez déjà en introduction qu'est-ce qu'étaient les jeux de balle dans les civilisations Inca ou Aztèques, parce qu'il y en avait. Alors, il y a toujours qui se réclament la paternité du football. Aujourd'hui, on entend en Chine que le football aurait été inventé là-bas. Évidemment que non. Le football, tel qu'on l'entend, c'est un jeu codifié. À l'époque, il n'y avait rien de codifié. C'est vrai parce que tu pousses un ballon et que tu dois le mettre dans une espèce de trou, de fente qui peut ressembler vaguement à une cage, que ça fait de toi un footballeur. Et donc, il parle ensuite du cricket, parce que forcément, on pense que c'est... Voiture, désolé. On pense que le football est le sport importé donc par des Britanniques en Amérique du Sud et que c'est le premier. Et ben non, c'est d'abord le cricket. Et les parties de cricket de l'époque, entre deux champs de guerre où les mecs disent non, mais nous on doit passer dans la ligne ennemie parce qu'on a un match de cricket à jouer. C'est juste brillant. Ensuite, vous avez la construction du foot dans tous les pays, que ce soit en Bolivie, au Paraguay, et c'est pas chiant du tout parce qu'en fait, il est très rythmé dans son récit. Il y a beaucoup de sous-chapitres à l'intérieur d'un chapitre. Et honnêtement, c'est également politique, social. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'histoire du foot au Brésil, avec notamment la question dite de la race, et surtout qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des esclaves. Pourquoi ? Parce que le Brésil a été, je rappelle, le dernier pays du coin à abolir les lois contre l'esclavage, et encore pour le faire abolir, il y a beaucoup de députés de Rio qui avaient voté contre cette mention, parce que je rappelle que Rio, donc selon ce livre et tout ce que j'ai pu lire, c'était une ville qui se faisait énormément d'argent grâce à tout ça. Et donc dans ce contexte-là, comment les joueurs de couleur sont perçus ? Et donc c'est très difficile, on va dire que c'est écarté pour beaucoup, les Noirs ne peuvent pas jouer donc avec le reste, mais à la rigueur c'est pas un problème uniquement brésilien, loin de là. En Amérique du Sud, vous avez ça. Sauf qu'on voit déjà beaucoup de métis, on voit beaucoup de choses, et Arthur Freinreich arrive, qui est un peu la première grande star du football brésilien, et ce mec-là, son père qui est allemand, oui, et sa mère, elle est brésilienne, mais brésilienne un peu black. Donc ça fait qu'en gros, Freinreich, qui a marqué sur la légende plus de 1300 buts, il était accepté d'un côté par les blancs parce que ça va, il était pas trop chocolat, et de l'autre côté, il pouvait se faire un match à 7, on va dire très underground, dans une favela avec tous les blacks du coin. Et ça, c'est par exemple une des histoires que vous avez, et il y en a plein sur la politique, le rapport avec le foot, les anecdotes avec les joueurs. C'est vraiment brillant, c'est très vivant et très sourcé. Pour moi, c'est un must-read absolu. Il coûte 9,99 £, donc c'est vraiment pas cher en plus. Vous pouvez le trouver donc commandé par Amazon. Le niveau d'anglais requis, alors au début, vous allez dire, c'est un peu chaud le premier chapitre. Après, globalement, vous arrivez quand même à comprendre et ça ne nécessite pas un niveau exceptionnel d'anglais. Maintenant, on va parler avec le deuxième, que les cahiers du foot ont très bien chroniqué, je trouve. L'œuvre de Jonathan Wilson, Angels with Dirty Face. Donc c'est un livre aussi là très large avec de belles photos. Il y a une très belle police. Il y a un grand soin pris pour faire ce livre. Alors je l'ai lu et honnêtement j'ai adoré. Parce que c'est pas uniquement l'Argentine. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Uruguay et son influence dans le foot, c'est très intéressant, notamment sur tous les débuts. Et en fait Wilson, qui a vécu à Buenos Aires, je rappelle que Wilson c'est également l'auteur du must-read Inverting the Pyramid. Comment expliquer ? Il y a un aspect culturel évidemment politique, mais il y a également un aspect identitaire. Par exemple, on va parler des chemins de fer. Qu'est-ce que vous allez me dire le chemin de fer à voir avec le foot ? Énormément, parce que sans chemin de fer, comment vous pouvez à l'époque voyager ici et là ? Sinon vous devez y aller à dos de cheval et ça prend beaucoup plus de temps. C'est très con ce que je dis, mais ça a une importance. Et également, dans un pays comme l'Argentine qui était en quête d'identité depuis, j'ai presque envie de dire perpétuelle, il y avait d'un côté le gaucho. Qu'est-ce que le gaucho ? De l'autre côté, vous avez le foot, vous avez... Bref, c'est tout un mélange politico-social, identitaire, culturel qui est juste brillant. Je dirais que c'est dans la tradition de Wilson et également dans la tradition des ouvrages britanniques. Donc vraiment, ces deux-là, ce sont mes conseils, ce sont des gros morceaux, donc je vous en présente que deux. Et pour ceux que ça intéresse, l'Amérique du Sud, et sortir au-delà des clichés, je vais vous présenter un ouvrage qui n'a rien à voir avec le foot, mais quoique, vous allez me dire, qui s'appelle Les Révolutions d'Amérique latine de Pierre Vassière. C'est un professeur qui a notamment enseigné au Chili, et à Nanterre ou à Toulouse, et c'est un bouquin qui coûte 11 €. Et en fait, c'est ce que je lis actuellement, donc je ne l'ai pas encore totalement fini, mais je vous le présente quand même, parce qu'en fait, ça parle encore une fois de tous les pays sud-américains, du principe de révolution, de la contre-révolution, et en fait, ça tord le cou à toutes les idées reçues sur la période, avec beaucoup de documents, et surtout de remise en perspective. Et en fait, quand tu comprends la remise en perspective, par exemple, du Venezuela, entre ce qui est vraiment Bolivar,
on va dire avec d'autres, Tupac Amaru, toutes ces légendes qu'on peut entendre et que des fois on se dit putain mais Tupac Amaru qui c'est, on l'entend, bah voilà, là tu vas savoir un peu qui c'est, tu vas savoir le pourquoi, et il y a plein de choses très curieuses notamment dans les révolutions d'indépendance, puisqu'en fait les premières révolutions ça date des soubresauts que subit la couronne espagnole notamment à cause de Napoléon, et donc en fait il y a notamment au Mexique des villages qui se rebellent pour justement le roi d'Espagne, ce qui est complètement à l'inverse de ce qu'on peut nous apprendre. Et donc c'est super intéressant, super sourcé. Et juste je terminerai une chose sur cette anecdote moi qui m'a fait rire, c'est qu'en fait dans les révolutions d'indépendance, ce qui a fait le plus d'effet pour arriver à l'indépendance, c'est justement la contre-révolution. Je m'explique. C'est-à-dire que quand l'Espagne retrouve un pouvoir politique stable avec sa constitution qui avait été faite à Cadix, constitution très libérale qui, selon la légende et selon la vérité, quand même, a inspiré beaucoup de textes de constitution sud-américaine, et ben en fait, le pouvoir espagnol refuse cette constitution qu'elle juge trop libérale, et dans le même temps, va envoyer 10 à 12 000 soldats en Amérique du Sud pour, on va dire, mater toute révolution. Et en fait, c'est justement à partir de ce moment-là que ça a unifié toutes les couches de la population sud-américaine, parce que vous aviez, c'était comme des classes, il y avait des castes, hein, c'était, on va dire, tu avais le criollo, tu avais, comme on appelle, tu avais donc le black, tu avais, enfin, il y en avait plein, et en fait, ça a uni un peu tout le monde avec les indigènes et autres contre le pouvoir espagnol. Donc c'est très drôle, en fait, enfin très ironique, parce qu'en fait, c'est la contre-révolution, c'est le fait de dire, mais les gars, on va vous mater donc par le sang, qui a énervé tout le monde et qui a unifié tout le monde. Et ça, c'est par exemple un point de vue qu'on retrouve pas toujours ailleurs. Alors, c'est la théorie de Pierre Hassière, je ne suis pas expert sur le sujet mais moi ça me parle beaucoup, et en fait quand tu lis tout ça je trouve que c'est important aussi d'y linker au foot, parce qu'après quand tu vas voir l'identité par exemple du Venezuela, de la sélection de l'Argentine, et bah peut-être que tu vas faire des liens avec la politique et notamment avec l'histoire. Alors je vais peut-être éternuer avant de terminer cette vidéo, c'est très classe, je sais, je m'en excuse. Donc pour terminer, voilà, pour ceux qui vont après me connaître par YouTube, j'ai vu, je reçois plein de questions, mais qui tu es, qui tu es. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse quand même, je rappelle, il y a aussi un livre que j'ai sorti sur le basket, Génération Parker, coécrit avec Benjamin Henry. Mais là, vu qu'on est dans le foot, donc pour ceux que ça intéresse, hein, je représente mes 2 bouquins qui sont toujours disponibles. Celui-là est disponible dans toutes les librairies, Amazon, Fnac, etc. Je rappelle, j'ai interrogé quasiment 50 personnes par les Unai Emery, c'est un truc aussi, j'ai essayé de mêler un peu un aspect culturel. Et l'autre, c'est Gala Football Club, qui est donc sorti il y a 12 ans, il y a 2 ans. C'est 12 entretiens, donc 11 joueurs et un entraîneur francophone qui ont voyagé à travers le monde. Si vous voulez apprendre ce que c'est la vie à Bagdad, par exemple, et ben vous pouvez lire Gala Football Club, parce que comme je le dis souvent, que ce soit en Amérique du Sud, en France ou de partout ailleurs, si vous pensez que la réalité s'arrête juste aux 11 mecs qui courent derrière un ballon, c'est un peu triste. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve pour les conseils de lecture en septembre, et promis, j'essaierai de vous présenter également des ouvrages en français. Bonne journée à tous.